gros plan sur le mix énergétique. À présent, l'Europe s'est fixé comme objectif de réduire de 55% les émissions de carbone d'ici 2030. Et pour y parvenir, il faut redéfinir ce mix énergétique. C'est le chantier du siècle, selon le chef de l'État. Alors pour en parler, je suis toujours avec Jessica Ibelaïden et Catherine Lescure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et RSE de Enedis, gestionnaire du réseau d'électricité en France. D'abord, Jessica, une première question. On va planter le décor. Le mix énergétique, c'est quoi concrètement ? Le mix énergétique, c'est le fait d'utiliser différentes sources d'énergie pour répondre aux besoins du pays. On a l'électricité, on a le gaz, on a le pétrole, on a le charbon par exemple. Et à savoir qu'encore 60% de la consommation énergétique française, ce sont des énergies fossiles. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Après, si on se penche plus sur l'électricité fait lui aussi l'objet d'un mix au final. On a d'une part le nucléaire, qui est la plus grosse partie avec plus de 65% de la production électrique. Ensuite, nous avons l'hydraulique avec une part de 13%, je crois. L'éolien, autour de 8%. Et enfin, le solaire, autour de 2,5%. Alors justement, on va faire un focus sur ce mix énergétique. On va visionner le reportage de Mohamed Mezrahi et Cécile Bonté-Baratiar. C'est un rapport publié en octobre dernier par le gestionnaire national RTE qui vise à définir l'avenir du système électrique français. Un rapport qui prévoit notamment de favoriser une production d'énergie décarbonée ne dépendant plus des énergies fossiles, mais aussi de réduire la consommation énergétique finale de la France de 40%. C'est dans cette démarche de transition énergétique que la communauté urbaine d'Angers innove depuis 2018 en produisant du gaz vert 100% renouvelable. Depuis 4 ans, les bouts de cette station des eaux usées sont traités pour en faire du biogaz. À travers une unité de méthanisation, le biométhane est réinjecté après traitement et filtration dans le réseau de distribution de gaz géré par GRDF. Alors ici, c'est vraiment la purification du biogaz. Donc, ce qui sort du digesteur, donc là où les boues sont fermentées, stabilisées. Les boues, elles sont chauffées à 37 degrés dans le digesteur. Et elles produisent du biogaz qui est composé à 62% de méthane, environ 35% de dioxyde de carbone et après 3% de ce qu'on appelle gaz indésirable et vapeur d'eau. Donc nous, l'objectif pour l'injecter dans le réseau de GRDF, c'est qu'il soit à 98% de méthane, ce gaz. Donc on va le transformer de biogaz en biométhane au travers de l'unité de purification. Auparavant, ce gaz était utilisé par les chaudières du site, mais l'excédent, soit la plus grosse partie, était alors brûlé. C'est en 2014 que la réglementation change et ouvre la voie à sa valorisation en autorisant l'utilisation du biogaz des stations d'épuration sur le réseau de gaz de ville. On a effectivement l'avantage d'avoir été les premiers à partir sur ce type de projet et beaucoup de collectivités se sont intéressées à ce procédé. Et notamment alors des villes comme des agglomérations comme Le Mans, comme Niort, comme Bressuire, donc plusieurs différentes tailles et différents types de collectivités, tant géographiques que de la composition, on va dire, du nombre d'habitants, se sont intéressés au procédé. La raison est très simple parce que cette valorisation, donc intellectuellement, c'est quand même plus agréable et plus logique de valoriser en fait ce gaz au lieu de le brûler. On est dans un contexte de circuit court, c'est-à-dire que le gaz qui est produit est réinjecté directement en fait, pour une consommation locale. La métropole d'Angers se positionne en première ligne d'une tendance de fond. Les professionnels du secteur comme GRDF et Engie estiment qu'à l'horizon 2030, environ 30% du gaz consommé en France sera d'origine renouvelable. Alors neutralité carbone, on peut l'entendre sous différentes formes. On peut avoir le côté neutralité carbone vis-à-vis de la quantité de gaz de CO2 que la collectivité produit. Ou bien on peut être aussi sur l'évolution de nos énergies, de nos produites, et les rendre plus vertes. Donc on a décidé évidemment d'agir sur les deux volets. On a à la fois donc l'énergie que l'on produit, que l'on souhaite évidemment être plus verte. Donc on est sur du biogaz, où je vous évoquais tout à l'heure aussi sur la question de la biomasse que nous utilisons dans le cadre de nos réseaux de chaleur. Le biogaz, concrètement, c'est un biogaz qui derrière est utilisé aussi pour nos bus, puisque
toute la flotte de bus d'Angéloire Métropole est en train de muter et donc on supprime en fait tous les anciens bus qui tournent au gasoil pour pouvoir les remplacer par des bus au biogaz. Et là aussi on est sur un procédé où logiquement il faut que la part de biogaz soit minimum de 20% et nous en fait on est sur du 100% de biogaz qui sont utilisés dans nos bus. Une transition énergétique qui accélère un peu partout sur le territoire, comme ici, dans ce village qui héberge la plus grande ferme photovoltaïque d'Île-de-France. Elle est basée à Marcoussis dans l'Essonne, inaugurée en octobre 2021 en présence de Barbara Pompili. Là aussi, il s'agit de produire de l'électricité. Installée sur une ancienne friche, elle est composée de remblais et compte près de 60 000 panneaux photovoltaïques sur une superficie totale de 46 hectares. Plus de 18 millions d'euros ont été investis dans ce projet participatif et parmi les investisseurs, les habitants du village de Marcoussis à hauteur de 20%. Oui, on a expliqué d'abord, il faut expliquer ce que c'est. C'est un projet nouveau, toute nouveauté crée toujours des demandes et des questionnements et c'est bien naturel. Donc effectivement, des panneaux solaires, il n'y a pas de nuisance, ça ne fait pas de bruit, donc on n'est pas dans le même débat qu'avec les éoliennes. On a beaucoup moins de problèmes, pas de problème de bruit, donc pas de problème de nuisance de paysage, enfin même ça se discute. Mais moi personnellement, je trouve ça assez beau. On a l'impression un peu de l'architecture à la Frank Gehry, vous voyez, la fondation Vuitton, avec ses angles cassés comme ça et dessous le travail de Buren. Et moi ça me fait penser un peu à ça, j'aime assez l'idée. Il y a très peu d'habitants autour. Évidemment, on a eu cette discussion, on a expliqué, on a fait de la pédagogie, de la communication. Alors aujourd'hui c'est la plus grande, j'espère que ça ne va pas le rester longtemps et qu'il y aura très vite des projets qui vont venir dans toutes les régions au nord de la Loire de cette ampleur. Une ferme solaire qui va permettre d'éviter la production de 22 000 tonnes de CO2 par an et fournir en électricité l'équivalent de la consommation domestique de plus de 10 000 personnes. Atteindre la neutralité carbone. Emmanuel Macron veut construire 6 réacteurs EPR avec une option sur 8 autres et prolonger au-delà de 50 ans la durée de vie des réacteurs existants. Le solaire en particulier devra voir ses capacités multipliées par 10 d'ici 2050, plus la construction de 50 parcs éoliens en mer. Catherine Lescure, quel va être le rôle d'Enedis dans tout ça ? Alors on l'a bien compris, je crois, à travers tous les reportages, la course est lancée pour combattre les énergies fossiles. Donc ça veut dire une part d'électricité de plus en plus importante dans le mix énergétique dont on vient de parler. Une part qui devrait être à plus de 50% en 2050, sachant qu'aujourd'hui c'est 25% dans le mix énergétique français. Donc ça veut dire qu'on va le doubler. Et donc pour Enedis, qui est donc gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en France, ça veut dire accélérer cette transition écologique et être au cœur de ces changements avec notamment le raccordement des énergies renouvelables au réseau de distribution électrique. Et on a bien compris qu'il y avait un enjeu très fort de démultiplier ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, on compte quand même déjà 500 000 producteurs différents en France d'énergie renouvelable qui sont raccordés au réseau de distribution d'électricité. Donc on est là vraiment dans de la consommation et de la production ultra locale. Dans ces 500 000 producteurs, on en a presque 150 000 qui sont autoconsommateurs, donc ça veut dire qu'en partie, une partie de leur consommation, notamment à partir du solaire, ils la consomment au quotidien pour leurs usages, et puis il y a une partie qui repart aussi vers le réseau de distribution d'électricité, et puis le réseau de distribution d'électricité va aussi beaucoup accompagner les mobilités propres, les mobilités que ce soit pour les voitures individuelles. On a nous-mêmes notre flotte de véhicules qui est en train de progressivement passer complètement électrique. On a la deuxième flotte électrique en France, derrière la Poste, un peu partout sur le territoire, mais aussi évidemment avoir des bornes qui permettent de se recharger, qui sont raccordées au réseau. Ça, on va y revenir au voilà. bord, ouais. Et puis les bateaux aussi qui deviennent de plus en plus, quand ils sont à quai, ils se rechargent en électricité. Jusqu'à présent, ils tournaient avec du fioul. Et puis le troisième volet, c'est la sobriété énergétique. Ça veut dire certes plus d'électricité, mais la consommer moins, la consommer mieux. Et pour ça, on a maintenant un compteur communicant qui s'appelle Linky, qui est installé dans 34 millions de foyers français et qui permet de mieux piloter ces consommations d'électricité.
Alors, Catherine Lescure, comment vous adaptez concrètement les réseaux de distribution pour intégrer ces nouvelles énergies et sans que ça coûte plus cher finalement aux consommateurs? Alors, ça coûte quand même un petit peu plus cher aux consommateurs. On a un tarif réglementé qui est fixé par la Commission de régulation d'énergie, donc qui s'assure que le coût au consommateur ne va pas flamber, évidemment, mais il n'empêche qu'il y a une petite augmentation chaque année pour intégrer toutes ces évolutions qui sont très fortes. On investit chaque année 4 milliards d'euros dans la modernisation, le renforcement, le développement du réseau de distribution électrique en France. On a, pour vous donner une image, on a 1,4 million de kilomètres de réseau que nous gérons et c'est l'équivalent de 34 fois le tour de la Terre. Donc on développe. Ouais. Donc tous les 4 ans, on modernise ce réseau, donc l'équivalent d'un tour de terre, et tous les 4 ans, on développe parce qu'effectivement, il y a un développement qui est très très fort. Et tout ça, ça se fait beaucoup avec les entreprises des travaux publics, puisque nous-mêmes, on achète 4 milliards d'euros chaque année sur le marché français, essentiellement, pratiquement 98% de nos achats sont en France, et 2 milliards sont consacrés aux travaux publics, puisque il y a beaucoup de tranchées qui sont enfouies maintenant, donc il y a tout un travail, et ça c'est ma casquette RSE, c'est tout un travail qui est lancé avec notre direction des achats pour faire en sorte qu'avec la filière, nous soyons de plus en plus exemplaires en matière de carbone. On s'est engagé, nous Enedis, à réduire de 20% notre empreinte carbone d'ici à 2025. C'est énorme, parce que ça intègre l'ensemble des scopes, y compris ceux de nos prestataires. Et ça veut dire qu'ensemble, avec la filière, et donc on fixe par exemple dans nos appels d'offres, on fixe des critères environnementaux pour faire en sorte que les entreprises des travaux publics elles-mêmes des flottes de plus en plus vertueuses, on l'a vu à travers un de vos reportages, ou fassent un gros travail sur les remblais, par exemple, quand il y a des tranchées qui sont creusées. Alors, vous l'avez dit, Catherine Lescure, il y a aussi la problématique des bornes électriques, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, évidemment. Comment vous, Enedis, vous accompagnez les particuliers et les professionnels pour installer ces bornes de recharge et faire que, finalement, tout ça soit harmonisé sur tout le territoire? Est-ce que c'est pas ça le plus compliqué, finalement? Alors, l'enjeu sur la mobilité électrique, c'est effectivement que les Français puissent se recharger. Parce qu'on voit bien que le gros frein au fait d'acheter une voiture électrique, qui sont quand même très subventionnés par ailleurs, c'est de se dire mais comment je vais me recharger? Et donc nous, notre rôle, c'est effectivement de raccorder toutes ces bornes, c'est pas d'installer les bornes, c'est pas notre rôle, ça c'est dans le marché concurrentiel. Nous on est un service public, on travaille avec tout le monde, c'est de faire en sorte que l'électricité arrive à chaque borne et qu'ensuite il y ait un exploitant de ces bornes et que le consommateur final puisse se raccorder. Donc là aussi on travaille beaucoup dans les copropriétés parce qu'en fait le gros enjeu c'est évidemment de pouvoir se recharger quand on a une maison, mais c'est aussi de pouvoir se recharger quand on habite dans un immeuble collectif. Et donc là on a un énorme programme et effectivement des demandes très fortes. On a déjà 50 000 bornes de recharge qui sont accessibles au grand public, donc public, sur la voie publique. Et on travaille beaucoup avec les sociétés d'autoroutes, par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait des bornes qui soient équipées sur les stations d'autoroute, parce qu'il faut pouvoir faire aussi des travaux, des distances longues avec ces voitures. Sur le réseau autoroutier français. Jessica, une question? Oui, par rapport justement à l'utilisation de ces bornes électriques, on sait qu'il va aussi y avoir un problème de disponibilité du réseau. Donc comment est-ce que Enedis anticipe ces problèmes, sachant qu'on connaît déjà des pics de consommation électrique, notamment en hiver? Alors, il n'y a pas de vrai problème de disponibilité du réseau. Il y aura toujours suffisamment d'électricité parce qu'en fait, recharger sa voiture, ça va se faire de façon de plus en plus intelligente, de plus en plus connectée. C'est-à-dire que on va avoir de plus en plus de recharges qui vont être connectées, par exemple, aux panneaux solaires, ce qui va permettre de stocker l'électricité. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais l'électricité ne se stocke pas. Donc les voitures vont de plus en plus être, les batteries des voitures vont être un moyen de stocker l'électricité et ensuite de la restituer vers le réseau, soit quand on roule évidemment, mais aussi s'il y a des besoins, des pics de consommation d'électricité à un moment donné, les batteries des voitures vont servir à repartir vers le réseau, ou elles vont aussi servir de recharge pour alimenter ses propres usages dans sa
maison. Donc en fait, ces voitures, elles vont être multi-usages et elles vont avoir un vrai rôle de stockage d'électricité. C'est là-dessus qu'on travaille aussi beaucoup avec tous ceux qui font des expérimentations. Et vous parlez de stockage, est-ce que ce sera aussi un moyen d'assurer en quelque sorte l'indépendance énergétique de la France dans le développement des Oui, c'est énergies? surtout qu'on va devoir changer nos habitudes de consommation avec le développement des énergies renouvelables en particulier. Vous le savez, le soleil il brille la journée et rarement la nuit. Et donc l'idée c'est qu'on déplace un certain nombre de nos consommations pour consommer au moment où il y a de la production d'énergie renouvelable ou de la stocker, comme on va pouvoir le faire avec les batteries. Et tout ça, c'est évidemment des enjeux formidables, des enjeux sur lesquels il y a beaucoup de recrutement, puisque nous-mêmes à Enedis, on recrute 2200 personnes chaque année, dont 1200 alternants, et c'est beaucoup fait en association avec tous nos partenaires et en particulier dans le domaine des travaux publics. Alors justement, est-ce que, dernière question, dernier enjeu, est-ce que la problématique aujourd'hui pour Enedis, c'est pas aussi d'attirer les jeunes? Comment attirer les jeunes sur ces métiers-là? Alors les Et attirer, les femmes aussi. exactement. Alors les attirer, c'est d'abord attirer sur des métiers qui sont des enjeux sociétaux, environnementaux. Donc je pense que on sait que les jeunes ont envie de rejoindre des entreprises qui ont du sens, qui servent à la société. Nous, on est une entreprise de service public. On a un vrai sens pour l'ensemble des Français. On l'a vu encore pendant la tempête ce week-end, dans les Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais en particulier, très touchés. On est intervenu 24 heures sur 24. On a envoyé des salariés qui venaient de toute la France pour venir remettre en état le réseau de distribution qui avait été touché par ces tempêtes. Donc ça, c'est un élément très attractif pour les jeunes. Ce qui les attire aussi, c'est d'être dans ces défis, parce que protéger les données de consommation que nous obtenons à travers les données du compteur communicant Linky, c'est des milliards de données que nous gérons, et donc ça veut dire des métiers autour du digital, des métiers autour de la transformation de ce réseau, qui est un réseau qui devient de plus en plus intelligent. Et puis vous avez raison, il y a un enjeu très fort de féminisation de nos métiers. On est engagé pour avoir une part de plus en plus importante dans nos entreprises de femmes. On est nous-mêmes 40% de femmes dans le directoire d'Enedis, 30% dans le COMEX, 30% dans les managers. Mais il y a encore trop de jeunes filles qui ne se tournent pas spontanément vers les métiers de la technique. Et là, on a un travail, je dirais, collectif avec toute la filière pour donner envie à ces jeunes filles de venir travailler sur des enjeux qui sont des vrais enjeux pour la société. Eh bien, avis aux amatrices. Merci beaucoup Catherine Lescure. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et RSE chez Enedis.